Merci beaucoup pour votre invitation. Yann et moi sommes très heureux d'être présents cet après-midi. Et nous sommes très heureux de pouvoir débattre avec Michel Riault-Sarcé. Donc je pense qu'on va faire une présentation rapide des enjeux principaux du livre qu'on va essayer de relier au titre de votre journée qui est destiné à nous interpeller. Et on donnera ensuite rapidement la parole à Michel Riault-Sarcé et bien sûr à vous tous pour échanger sur le livre. Alors, le premier point que je voudrais souligner, c'est que ce livre, Histoire mondiale de la France, est un ouvrage collectif que nous avons coordonné, Yann et moi, avec Florian Mazel, Pierre Saint-Garabellou et Patrick Boucheron, ça n'aura échappé à personne. Et ce livre est sorti au mois de janvier, donc il y a 6 mois. Il compte 122 auteurs, 146 textes, donc c'est un ouvrage qui compte de très nombreux textes, des textes courts de 4-5 pages, et qui a pour modeste objectif d'essayer de proposer une traversée, une histoire mondiale de la France qui part de 34 000 avant notre ère pour se terminer en 2015. La date terminale indiquant bien les origines du projet. C'est un projet qui à la fois donc, associe de très nombreux historiens et historiennes que nous avons appelés à participer à partir de leurs connaissances, de leurs compétences, de leur expertise très précise des sources, d'un moment particulier de l'histoire de France, et en même temps dans un contexte qui était un contexte plus resserré après les événements politiques qui ont eu lieu en 2015, en 2016. Et donc il y avait aussi une interrogation, mais peut-être que Yann y reviendra plus longuement, sur comment parler de l'objet France, de l'histoire de France dans le contexte qui notamment s'était fortement assombri au début de l'année 2015 et tout au long de l'année 2015. Le livre a mûri dans ce contexte-là et a été essentiellement rédigé au cours de l'année 2016. La réception du livre, puisque maintenant on peut jeter un regard rétrospectif 6 mois plus tard, nous a en partie, je pense, étonnés. Alors évidemment, on savait qu'en sortant le livre en janvier 2017, on voulait bien sûr intervenir dans le débat public à l'approche des élections présidentielles où très régulièrement reviennent un ensemble de discours d'instrumentalisation de l'histoire de France. Donc ça, évidemment, c'était voulu, c'était pas anodin. Mais ce qui nous a malgré tout étonnés, ça a été la virulence, alors je dirais pas des critiques, mais des polémiques, parce que pour moi c'est assez différent, on pourra y revenir, que le livre a pu déclencher dans une partie des lecteurs éditorialistes ou donc une partie aussi des intellectuels, qu'on va dire plutôt médiatiques, qui interviennent régulièrement. Donc il y a eu des polémiques assez vives et qui finalement montraient en creux que cette histoire que évidemment nous avions pensée, et on va revenir sur les grands choix que nous avions faits, nous l'avons toujours pensé comme une histoire qui est fidèle à la manière dont s'écrit aujourd'hui l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais tordu les textes, les 122 auteurs qui y ont participé devaient mobiliser les sources sur lesquelles ils travaillent, les ouvrages qu'ils discutent, qu'ils commentent. Alors certes, il y avait une forme particulière des textes, donc ça, Yann y reviendra plus particulièrement, mais pour nous, il n'y avait pas non plus, si vous voulez, de visée complètement explosive dans le livre. Mais ça a été pris comme ça par une partie des lecteurs, notamment beaucoup qui d'abord ont réagi dans les colonnes du Figaro, par exemple, mais pas seulement. C'est pas la peine de les citer, je pense que vous avez sans doute vu passer à droite surtout à droite beaucoup d'interventions. Mais pas seulement, évidemment pour nous le débat est complètement ouvert et légitime, mais dans ces registres de critiques, ce qui était intéressant, c'était que le livre était perçu comme une espèce d'attaque en règle contre la France, l'histoire de France, telle qu'elle devait être conçue traditionnellement, et on a été accusé donc collectivement de dissoudre l'objet France, de s'aborder l'héritage national, tout un ensemble de métaphores, ou même de défendre le parti de l'étranger. Et là, si vous voulez, c'est-à-dire que, évidemment, c'est en partie anodin, je veux dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, mais ça dit la différence de perception qu'il peut y avoir sur la teneur critique qu'on met dans une histoire qu'on écrit. Et donc, si notre livre était conçu comme critique au départ, c'était bien parce que c'était un livre écrit par des historiennes et des historiens. Et non pas parce qu'on voulait à tout prix aller déboulonner des statues ou s'en prendre à des moments présentés comme les moments les plus importants paroxystiques de l'histoire nationale. Donc, c'est un ouvrage d'histoire, donc un ouvrage qui est inspiré par une démarche critique, puisque les historiens, les historiennes, comme la plupart des chercheurs en sciences sociales, ont pour point commun de développer une méthode qu'on appelle la méthode critique, et c'est ce que font les contributeurs de ce livre. C'est d'abord la critique des sources, je répète quelques évidences, mais
C'est en partie ça qui a rendu très inquiet, parfois même presque hystérique, ceux qui lisaient ce livre n'étant pas eux-mêmes historiens. Une critique ensuite de l'historiographie, c'est-à-dire on situe un propos dans ce qui s'écrit avec des possibles renouvellements. Alors cette idée qu'il y ait des renouvellements des interprétations sur l'histoire est perçue par ceux qui sont extérieurs à cette discipline et qui ne connaissent pas très bien les sciences humaines et sociales, comme quelque chose qui va vers nécessairement la déconstruction, le relativisme, et qui serait extrêmement dangereux dans une époque où la société, les groupes sociaux sont à la recherche de repères, de stabilité, etc. Mais le propre de notre démarche, le propre des scientifiques, c'est en permanence chercher de réinterroger les savoirs acquis, les savoirs stabilisés, non pas par goût de la déconstruction, de la provocation ou de la différenciation, mais parce que de nouvelles questions émergent, de nouvelles sources émergent. Et donc il y avait très clairement dans la commande que nous avons passée aux différents auteurs et dans le projet d'ensemble cette idée. La troisième, disons, source possible de la critique, et ça évidemment c'est également présent dans le livre, c'est bien sûr de critiquer ce qui relève de la mythologie, des stéréotypes ou vraiment de la légende nationale, dès lors qu'elle est extrêmement éloignée, déformée par rapport à ce qu'un travail d'étude des sources ou ce que des travaux postérieurs ont pu montrer. Donc là, le livre n'était pas destiné, si vous voulez, dès le départ, on s'était dit, il ne faut surtout pas faire, on ne souhaitait pas faire une sorte de contre-histoire de France, c'était pas du tout notre objectif. Mais dans le livre, vous trouvez bien sûr des dates consacrées, notamment à la bataille d'Alésia. Donc Yann pourra y revenir, il est l'auteur de cette notice. Une date qui ne concerne pas directement la bataille de Poitiers 732, mais disons un affrontement antérieur, mais qui porte sur évidemment cette rencontre et ces affrontements entre le monde. Le monde du royaume franc à cette époque-là et le monde musulman. Et vous trouvez d'autres dates comme ça qui sont évidemment des sortes de totems de l'histoire de France qui doivent évidemment être étudiés, abordés. Mais pour ceux qui ont vraiment réagi très vivement au livre, il y avait là des sortes de casus belli, vraiment des relectures ou des visions qui leur paraissaient complètement délirantes ou dangereuses, alors que notamment Yann pourra en parler, on pourra en parler sur d'autres dates, c'était simplement la manière de restituer ce qui a été montré il y a déjà une vingtaine ou trentaine d'années même par Suzanne Citron, la manière dont s'est construit l'imaginaire, la mythologie nationale, non pas pour dénier le fait qu'elle s'intègre ensuite à notre culture politique, mais comprendre les étapes successives, et notamment souvent le rôle matriciel du 19e siècle dans la fabrication de l'imaginaire national tel qu'il a ensuite été véhiculé, transmis à travers l'école républicaine à la fin du XIXe siècle et au début et tout au long du XXe siècle. Donc, troisième source de la critique, qui était évidemment sur laquelle s'engagent les historiens, mais qui n'était pas non plus ici présentée comme notre objectif premier. Alors, du point de vue d'un sens plus large du mot critique, le livre, il est vrai, je pense que là ça va me permettre de restituer quelques-uns des choix importants que nous avons fait dans son élaboration, visait à réfléchir aux limites de l'histoire de France. Limites, donc la critique c'est l'étude des limites, une réflexion sur les limites de son objet, et il est vrai que dès le départ, nous avons engagé une réflexion sur la possibilité soit d'étendre, de jouer, de dépasser, de franchir un certain nombre des limites habituelles de l'histoire de France. La première limite, c'est bien sûr la limite chronologique ou temporelle. Donc je laisserai sans doute la parole à Yann davantage pour en parler, mais ce livre, évidemment, ne commence pas par une année qui serait considérée comme l'an 1 de l'histoire de France, ou de l'histoire de la France. Et alors, c'était évidemment de notre part une volonté, finalement, alors on l'a dit, c'est présent dans le texte d'introduction, de neutraliser la question des origines, en tout cas, évidemment, de laisser de côté cette idée que apparaîtrait à un moment une entité, la France, quasiment une âme, un esprit qui se transmettrait avec ensuite cette idée d'une grande généalogie avec des dates fondamentales qui serait donc la trame indépassable, inévitable de l'histoire de France. Le livre, je l'ai déjà précisé, part de beaucoup plus loin. Il part du territoire, c'est vrai, qui à l'époque n'est pas nommé comme France, bien évidemment, puisqu'on part de l'époque préhistorique, mais on s'intéresse dès le départ aux diverses populations qui sont venues habiter ce territoire, à la construction progressive, à la fixation très progressive jusqu'à l'époque très contemporaine de ce qu'on va appeler ces frontières. Et ces frontières, évidemment, ne sont pas du tout seulement hexagonales, mais ces frontières supposent qu'on étudie cet objet
sur l'ensemble des continents qui ont été rattachés à cette histoire de France au cours de ces différents millénaires. Donc première réflexion sur la chronologie, et je pense que ça a été, si vous voulez, à l'évidence, un premier point d'effroi pour une partie des lecteurs, considérant nous aurions dû commencer avec le baptême de Clovis ou une date hautement symbolique qui serait prise comme le début de cette histoire. Deuxième limite à laquelle nous avons réfléchi, c'est bien sûr la limite spatiale. Et donc là, le titre le dit directement, c'est une histoire mondiale de la France, une histoire qui vise une double démarche, à comprendre en quoi le monde, dans ses diverses acceptions selon les époques, a participé de l'histoire de France, l'a en partie façonné à travers des circulations de biens, de personnes, d'idées, de symboles, et on retrouve tout un ensemble de dates qui sont consacrées à ces phénomènes. Et deuxièmement, comment la France elle-même a rayonné, à l'évidence, en dehors de ses frontières, avec un rapport particulier notamment à l'universel et à l'universalité qui s'affirme au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, incluant divers phénomènes, l'universalité intellectuelle, scientifique, bien entendu, mais aussi la démarche impériale et coloniale au XIXe et au XXe siècle, pour ne prendre que ces exemples. Donc réflexion sur ces doubles phénomènes d'interaction, et qui invite les lecteurs, c'est ce que nous espérions, et on espère que ça produit cet effet, à réfléchir sur ce qui est une idée très basique pour les historiens, mais évidemment le livre, et Yann en dira un mot plus long, était destiné à toucher un public plus large que les seuls historiens, à réfléchir sur les phénomènes de construction, d'évolution, de déplacement des frontières de l'histoire de France. Et un des engagements forts du livre, à mon avis, qui est pour nous, alors, en tant qu'historiens, historiennes, quelque chose qui est tout à fait évident, mais qui n'est pas du tout évident dans la manière dont on parle de l'histoire de France dans le débat public, c'est de considérer qu'il faut intégrer systématiquement, bien sûr, l'histoire de la métropole et l'histoire des empires. Mais non pas en les opposant systématiquement, ou en essayant de raconter, et pendant ce temps-là dans les empires, ou l'envers de la République dans les empires, mais c'est une histoire intégrée, imbriquée, avec de profonds phénomènes de différenciation, mais malgré tout aussi cette idée qu'on construit une forme d'homogénéité politico-sociale et culturelle, avec bien sûr toutes les limites et toutes les discussions critiques que cela implique, mais je pense que le livre a vraiment essayé d'intégrer cela, et là on voit aussi que c'est proprement hérétique pour une partie des lecteurs, disons, attachés à une vision très classique de l'histoire de France, très hexagonale. Alors vous mentionniez tout à l'heure dans votre introduction que les cahiers d'histoire s'engagent, et ont pour projet de rédiger une autre histoire. Et alors cette idée d'une autre histoire, elle est vue par beaucoup comme l'histoire des autres. C'est-à-dire qu'une des critiques qui a été formulée sur le livre, c'est que finalement les Français n'étaient plus là, et c'était l'histoire des étrangers, ce qui est véritablement absurde lorsqu'on regarde le livre, mais évidemment, là, on n'en est pas responsable. C'est en partie en dehors du débat qu'on va avoir aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas non plus intégrer tous les points de vue, y compris ceux qui sont les plus éloignés d'une discussion intellectuelle et critique. Mais malgré tout, c'est assez révélateur sur ce qui, aujourd'hui, bien sûr, continue de susciter la polémique et de susciter l'inquiétude de la part de certains. Troisième sens des limites, ce sont les limites thématiques qu'intègre dans cette histoire de France. Nous avons là aussi souhaité intégrer alors à la fois des événements ou des épisodes classiques de l'histoire politique, diplomatique de France, qui évidemment ont toute leur importance dans cette longue histoire, mais en y intégrant autant que faire se peut des phénomènes davantage culturels, sociaux, environnementaux, liés aux migrations, liés aux dynamiques impériales, donc d'essayer de croiser et de construire un équilibre thématique. Alors ce qui évidemment conduisait dans le choix des différentes entrées, des textes que nous avons sollicités, de faire des sacrifices, puisque nous ne pouvons pas traiter de tous les aspects. Si on avait fait déjà seulement une histoire politique de la France, alors c'est pas forcément la dimension qui était la plus directement mondiale, donc c'était pas forcément toujours en prise directe avec le projet initial. Et puis surtout, on voulait aussi ouvrir, si vous voulez, la palette des thématiques qui rentrent dans cette histoire de France. Donc nous avons par exemple un article sur 1816, qui pour nous est une façon de traiter de la fin de la période napoléonienne, de l'époque de la Restauration, et au lieu de l'aborder à travers la figure de Louis XVIII ou la figure de la charte de 1814, on l'aborde à propos donc d'un phénomène lié à la perception d'un réchauffement climatique entre 1815 et 1818, un phénomène mondial, mais qui va venir, si vous voulez, d'une certaine façon, percuter l'histoire nationale, être intégré dans des débats politiques à cette époque-là. C'est un article rédigé
rédigé par Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, et qui fait notamment écho à l'impact global qu'eut à l'époque l'éruption d'un volcan en Indonésie, et dont les effets se firent sentir jusqu'en Europe, et notamment parce qu'ils se firent sentir parce que les récoltes furent catastrophiques. Donc il y avait une situation qui était une grande situation de tension et d'incertitude sur le plan politique, à l'évidence, mais aussi sur le plan social, économique, et les deux auteurs essayent d'une certaine façon de relier ces divers ensembles thématiques qui d'habitude sont séparés, pour montrer que l'histoire, elle a aussi vocation à essayer de connecter, de relier entre eux des phénomènes qui souvent par un principe de communauté, de commodité, sont séparés ou sont dissociés. Ce qui conduit au dernier sens du mot limite, à mon sens, les limites des acteurs et des actrices qu'on intègre à cette histoire-là. Et évidemment, cette histoire mondiale de la France, elle est le reflet de la manière dont la plupart des historiens et des historiennes écrivent aujourd'hui l'histoire, c'est-à-dire en ne se focalisant pas uniquement sur les grands hommes. Alors, on pourrait y intégrer bien sûr les grandes femmes, mais la plupart du temps, bien sûr, les polémiques qui sont nées, par exemple, autour du livre, ont très rapidement porté essentiellement sur, on va dire, un ou deux personnages. Donc on a vu qu'effectivement la figure du général de Gaulle était aujourd'hui une figure qui suscitait immédiatement beaucoup d'observations. C'est-à-dire que le général de Gaulle et le gaullisme est présent dans le livre, mais il est présent, justement, comme il est très important sur la deuxième moitié du XIXe siècle, il est présent dans diverses notices, mais présent en tant que tel par une notice qui aurait été directement consacrée au général de Gaulle. Donc la plupart des lecteurs qui feuillettent la table des matières souhaitent voir où est-ce qu'il parle de ça, mais si on prend l'index, on voit que c'est le personnage le plus cité dans le livre. Et ça, c'est pas une volonté ex ante de notre part, c'est dès lors que nous avons réceptionné l'ensemble des textes du livre, Yann a élaboré l'index des noms du livre, et donc on a pu voir surgir les noms qui étaient les plus présents, les plus souvent cités. Et la deuxième figure, c'est Napoléon. Évidemment, si vous voulez, les deux incarnations ultimes du rôle des grands hommes dans l'histoire de France sur les 2 derniers siècles sont présentes dans le livre, mais ne sont pas présentes directement par une entrée qui leur est consacrée. Mais si vous prenez l'époque napoléonienne, en réalité, évidemment, son importance et son influence sur l'histoire de France est tout à fait présente, couverte, ce que ne reconnaissent pas forcément ceux qui voudraient que cette histoire soit essentiellement organisée et rythmée autour de quelques grandes dates, quelques grandes figures, en considérant bien sûr que ajouter des notions sur des personnages ou des groupes sociaux qui paraissent marginaux serait une façon de contourner, d'évider le roman national ou la conception classique qu'on se fait de la nation. Donc, évidemment, ça, ce sont des points sur lesquels aussi bien Michel Rio-Sarcey que Michel Zancarini-Fournel ont beaucoup contribué dans leurs différents ouvrages. Et là, ce titre-là, le succès du livre de Michel Zancarini-Fournel est très important, bien sûr, sur la prise en compte des classes populaires, des groupes sociaux marginalisés, mais qui ont eu un rôle tout sauf marginal dans l'histoire de France. Et le livre a essayé en partie de restituer cela, même si l'accentuation sur la démarche effectivement d'histoire mondiale conduisait à ce que sans doute les dates consacrées par exemple à l'histoire sociale finalement sont sans doute moins présentes ou en proportion moins représentées que d'autres phénomènes, mais on a essayé d'y intégrer, notamment sur le 19e siècle. Je prends cet exemple parce que je le connais mieux, ayant travaillé en moyenne sur le 19e siècle et ayant édité un grand nombre des textes de cette période-là. Bien sûr, on suit les diverses figures du petit peuple révolutionnaire, des utopies produites par le mouvement ouvrier et social, et tout un ensemble d'acteurs. Cette question des acteurs et des actrices, elle a aussi ressurgi dans les débats qu'on portait sur les figures littéraires qui étaient intégrées dans le livre. Et alors le fait que quelqu'un comme Frantz Fanon ou Aimé Césaire soit intégré dans le livre, aux côtés d'autres figures tout à fait classiques, on y trouve Descartes, Malraux, Balzac, était là aussi jugé tout à fait hérétique. C'était une façon d'introniser des figures complètement marginales de cette histoire, de les mettre au centre. Alors c'était aussi, nous, de notre point de vue, pas du tout une volonté de substituer. Je pense que la démarche d'histoire critique ne doit pas être, et en tout cas n'était pas la nôtre, ne consistait pas à dire qu'une date se substituait à une autre. L'idée était aussi de partir de ce que la plupart des lecteurs connaissent déjà pour essayer de temps en temps de relire des éléments, des épisodes ou des figures que les lecteurs connaissaient, et d'autre part d'y intégrer des moments, des périodes, des territoires qui devraient être pleinement intégrés à l'histoire de France, qui le sont souvent dans les travaux scientifiques, mais le livre avait vocation aussi, dans un livre plus grand public, à essayer de restituer toute cette ouverture
ouverture, donc cette réflexion générale sur les limites de l'histoire de France pour me relier au thème de l'histoire critique. Donc pour terminer, un bref mot, je pense que l'histoire critique, s'il s'agit ici d'une histoire de cette sorte dans l'histoire mondiale de la France, doit donc nous conduire à réfléchir sur les frontières de l'objet sur lequel on travaille, évidemment. Alors si on dit qu'on le désessentialise, il faut aussi réfléchir à l'ensemble des facteurs, des périodes, des thématiques, des acteurs, des actrices qui devraient y figurer et qui rendent cette histoire plus complexe. C'est aussi ça, si vous voulez, un des coups de la critique. Ce qui n'est pas supporté souvent dans l'espace public, c'est que la critique rend l'histoire plus compliquée, puisqu'on essaye d'y intégrer des phénomènes que sinon on peut, si vous voulez, très rapidement laisser de côté, occulter. Donc une histoire qui intègre davantage, qui occulte moins, oblige à repenser les liens, les interactions, les interrelations entre des phénomènes compliqués. Donc si l'histoire devient compliquée, évidemment, certains s'effraient en disant mais comment va-t-on faire la pédagogie de cette histoire très simple que l'on veut inculquer aux divers groupes sociaux, à l'école ou autre. Mais on a vu et on a pu mesurer, je pense, avec la réception de ce livre, évidemment, qu'une histoire critique ne doit pas, et ce n'est pas notre attention, mais elle est lue comme ça, évidemment, verser ou se résumer à une pure déconstruction. Mais ce n'était pas du tout l'intérêt et l'intention du livre. Mais je crois que la difficulté qu'on peut avoir parfois en tant que chercheur ou chercheuse lorsqu'on discute plus largement dans l'espace public, c'est cette idée que la démarche critique, la démarche de relecture, la démarche qu'on va appeler même par exemple de révisionnisme historiographique, de révision historiographique, qui n'est pas du tout une visée polémiste, qui permet de dire qu'on peut revenir sur des interprétations historiques, est parfois perçue extérieurement comme de la déconstruction, du relativisme ou autre. Et donc je pense que l'enseignement que je tire à titre personnel, mais je pense que c'est partagé parce qu'on a dû plusieurs fois donc, réagir à des interpellations, c'est cette frontière extrêmement ténue qui existe, mais qui doit être maintenue entre la démarche critique et la pure déconstruction, notamment parce que là, si on réfléchit aux usages publics de l'histoire, je pense qu'effectivement, il faut, malgré tout, et on a toujours considéré, et le livre était destiné à ça, de montrer qu'il y a une pertinence à réfléchir à cet objet de la nation dans des cas, des contextes et des formes qui sont élargis, en tenant compte de nouvelles échelles, nouvelles acteurs, mais qui, c'est évident, pour nous, ça n'éliminait pas la pertinence et la centralité de ce phénomène national dans l'histoire de la France en l'occurrence, on pourrait prendre d'autres pays, au cours des siècles passés. Je donne tout de suite la parole à Yann pour compléter tous les aspects qui portent aussi sur le cinquième sens du mot limite, c'est-à-dire les limites sur la forme éditoriale du livre, et donc là je te cède tout de suite la parole.